Je vous remercie. J'espère que je parle assez fort de manière que vous puissiez m'entendre derrière. Alors, juste dans ce reportage, il n'y a pas la petite sirène d'Anatole que j'ai illustrée pour lui. J'avais fait des gravures originales, des eaux-fortes et des aquatintes sur des plaques de cuivre et qui illustraient la petite sirène qu'Anatole avait écrite. Et nous avions cherché l'un et l'autre à pouvoir les faire éditer et nous n'y sommes pas arrivés. Et donc, je lui ai donné les plaques de cuivre qu'il a d'ailleurs installées au-dessus de sa cheminée de Belle-Île parce que comme elle fumait, l'âtre était trop grand et du coup, ça diminuait l'âtre. Et il m'a dit, grâce à toi, elle fume plus. Et puis, le temps passant, eh bien, ces gravures, je les ai données au musée de Nice, qui cette année, a fait une exposition de ces 12 gravures avec le texte d'Anatole sur un écran et une personne qui lit le texte pendant que les images, les gravures passaient. Voilà. Ça, c'était en aparté. Donc, je pense que l'intérêt d'Anatole Żakowski pour les sirènes était bien, en fait, une fascination. Au-delà du mythe, il y voyait une chose bien plus importante pour l'homme, celle de l'initiation. Mais ne grillons pas les étapes. Tout d'abord, qui était Anatole Żakowski? Un petit rappel pour ceux qui le connaissent et peut-être en apprendre un peu plus, un peu davantage. Écrivain, critique d'art et surtout collectionneur de collections, né en août 1909 en Roumanie, il entre à l'école d'architecture de Prague en 1930. C'est en 1932 qu'il arrive à Paris pour continuer ses études, mais il fréquente immédiatement le milieu artistique, devient l'ami de Calder, Giorgio Chirico, Jean Hélion, c'est d'ailleurs le premier qu'il rencontre et qui lui ouvre les portes à Mondrian, à Robert Delaunay, et fait la connaissance aussi de Braque, Picasso, Zadkine. Il écrit de nombreux articles sur Arp, Calder, Duchamp, Delaunay, Ernst, Hélion, Léger, Magnelli, Miro, Mondrian, Aux Enfants, Pévenère, Villon, Vuillard, etc. Pendant la dernière guerre, par contre, les articles sur l'art ne lui permettant plus de le faire vivre et ne désirant pas écrire pour l'occupation, il devient courtier en bibliophilie. Alors, j'ai oublié naturellement, voilà, de passer. Donc, on voit ici la sirène de Desnos et ici une peinture de Gertrude O'Brady qui le représente avec un chat. Et vous avez vu là la Légion d'honneur? Le chat a sa Légion d'honneur. Vous voyez? Il était aussi fou que moi avec les chats. Donc c'est au plus qu'il se ravitaille et vend ses trouvailles aux libraires. Alors, c'est là qu'il rencontre Jean Fous, que vous voyez à gauche, un petit tableau à gauche, là. C'est un pucier de la porte de Vanves qui vend ses propres toiles. L'art naïf venait de conquérir le cœur d'Anatole Żakowski. Il n'aura de cesse de chiner et de chercher à faire connaissance de ces peintres de l'éternel dimanche, comme il aimait les nommer. L'art naïf n'avait pas de défenseur, il devient celui-là. Dès 1949, il écrit son premier livre sur la peinture naïve. D'autres ouvrages suivront. Il organise des conférences sur le sujet, participe à l'élaboration de manifestations internationales et préface les expositions de nombreux peintres naïfs. Ce travail lui valut par les artistes le surnom de Pape des naïfs. Dans un autre domaine, en 1952, celui de l'art brut, il sera le premier à faire paraître un livret sur Gaston Chessac. En 1978, il offre la collection d'art naïf à la ville de Nice, qui ouvre un musée à son nom le 5 mars 1982 dans la fabuleuse demeure du feu parfumeur François Coty. Il décède à Paris le 24 septembre 1983. J'eus la chance de le côtoyer, de l'apprécier et de le voir régulièrement.
Dans l'entrée de sa maison, il avait accroché au pied de l'escalier une drôle de boîte dans laquelle on pouvait discerner une sirène. Une jolie femme, le corps en cire avec des vrais cheveux, se terminant en queue de poisson pailletée. J'appris qu'il s'agissait de la sirène de Desnos, le poète. Anatole l'avait acquise auprès de Yuki, sa compagne, à la fin de la guerre. Mais pour bien comprendre l'importance de l'objet, il est primordial de comprendre l'importance de Yuki et de Robert Desnos dans notre histoire de l'art de la première partie du XXe siècle. Yuki, une figure artistique de Montparnasse des années 30, est le surnom sous lequel est connu Lucide Badiou, née le 31 juillet 1903 à Paris, où elle décédera d'ailleurs en octobre 1966. Suite à sa rencontre avec le poète Robert Salmon était un écrivain français, poète, romancier, journaliste et critique d'art. Elle fréquente très vite, grâce à lui, le milieu journalistique et théâtral de l'époque. À Montparnasse, elle rencontre en 1922 le peintre japonais Fujita, arrivé en France, lui, en 1913, et s'installe avec ce dernier qui la rebaptise Yuki, ce qui veut dire neige rose. En 1928, elle côtoie les surréalistes et Robert Desnos, le poète, devient alors intime du couple Fujita. En 1931, le couple se sépare et Yuki s'installe définitivement avec Robert Desnos, avec lequel elle vit jusqu'à son arrestation le 22 février 1944 pour fait de résistance. En dépit des multiples démarches effectuées par Yuki pour lui éviter la déportation, Robert Desnos meurt du typhus au camp de concentration de Terezín en Bohême, au nord de Prague, le 8 mai 1945. Après-guerre, elle vit avec le peintre post-surréaliste Henri Espinoz en 1957 et elle écrit ses mémoires « Les confidences de Yuki » et décède en 1966. Après la guerre, elle a eu l'opportunité d'ouvrir une galerie. Alors, je ne sais pas si vous voyez les noms. Vous arrivez à les voir? Il y a quelques noms intéressants, vous voyez. Il y a Félix Labisse, il y a Picabia, il y a Picasso, il y a Utrillo, Otto Frién, il y a alors Espinoz, ça c'était son mari, il y a Dominguez aussi, il y a Couteau, il y a Anthony Clavé. Bon, voilà, c'était des personnes qui sont devenues très célèbres maintenant, et donc elle avait du beau monde dans sa galerie. Et vous pouvez la voir, regardez, elle est là, c'est un visage très contemporain, elle était vraiment très belle. Robert Desnos est un poète surréaliste et résistant français, né le 4 juillet 1900 dans le 11e arrondissement de Paris, et mort du typhus, donc le 8 juin 1945, au camp de concentration en Tchécoslovaquie, un mois après sa libération par l'armée rouge, et, ironie macabre, il décède le dernier jour de la guerre. Au début des années 1920, Robert Desnos s'immerge dans les milieux littéraires modernistes et rejoint le mouvement surréaliste en 1922. Aux côtés d'écrivains tels que Aragon, Breton, Radiguet, Tzara, qui est lui le père du dadaïsme, Soupeau, Sandrard, Vitrac et Paul Éluard, il s'illustre dans les expériences d'écriture automatique et publie ses premiers textes sous le pseudonyme de Rose c'est la vie. Inspiré d'un personnage féminin fictif créé par l'artiste français Marcel Duchamp en 1920, qui peut être vu comme une œuvre d'art à part entière par l'artiste. À partir de 1924, Robert Desnos deviendra rédacteur de la Révolution surréaliste et exerce également en tant que journaliste pour divers journaux, réinventant la critique comme un acte littéraire. En 1929, André Breton, qui s'oriente vers le communisme, l'exclut du mouvement surréaliste en raison de son refus de le suivre dans cette voie. Parmi ses amis restés fidèles,
on trouve Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, Félix Labisse, André Masson, Anthony Artaud et Picasso. Parmi les nombreuses passions de Desnos, le cinéma occupe une place importante. Depuis la publication de son premier article dans Paris Journal en 1923 jusqu'à son arrestation par la Gestapo le 22 février 1944. Il n'a cessé d'écrire sur ce thème. Grand amateur de musique, Desnos compose à l'instar de Max Jacob des poèmes qui prennent la forme de chansons et évoquent son enfance. En 1932, il se lance dans une carrière à la radio où son imagination, son humour et sa voix chaleureuse rencontrent un franc succès. Le 3 novembre 1933, la diffusion par Radio Paris de la complainte de Fantomas annonçant un épisode de la série Fantomas connaît un retentissant succès. Il devient rapidement célèbre et la radio lui offre des opportunités que le journalisme écrit ne peut lui fournir. Face à une conjoncture internationale de plus en plus inquiétante, Desnos abandonne ses convictions pacifiques. Il estime que la France doit se préparer à la guerre afin de protéger son indépendance, sa culture et son territoire en s'opposant au fascisme. Mobilisé en 1939, Desnos participe à la drôle de guerre, convaincu de la légitimité de la lutte contre le nazisme. Ni la défaite de juin 40, ni l'occupation de Paris, où il vit avec Yuki, ne parviennent à le décourager. Après l'arrêt de son activité radiophonique, il reprend son rôle de journaliste pour le quotidien Aujourd'hui, qui est dirigé par Henri Janson et Robert Perrier. Suite à l'arrestation justement de Janson, le journal est rapidement soumis à la censure allemande. Il rejoint le réseau dès 1942. Il rejoint le réseau Agir, où il transmet des informations confidentielles reçues par le journal et fabrique de faux papiers pour les Juifs ou des résistants en difficulté. Le poète est arrêté donc le 22 février 1944. Le 27 avril 1944, il fait partie d'un convoi de 1700 hommes à destination d'Auschwitz. Le 12 mai, Desnos est redirigé vers Buchenwald, où il arrive le 14 mai, avant de repartir 2 jours plus tard vers Flossenbürg, et les 2 et 3 juin, un groupe de 85 hommes, dont Desnos, est transféré au camp de Floa, en Saxe, où une ancienne usine textile a été réaménagée pour produire des carlingues de Messerschmitt fabriqués par des prisonniers. Le 14 avril 1945, sous la pression des forces alliées, le commando de Floa est évacué. Le 15 avril 1945, 57 d'entre eux sont fusillés. Desnos est ensuite conduit au camp de concentration de Terezín, en Tchéquie, où il décède du typhus le 8 juin 1945 à 5 heures du matin. Robert Desnos repose maintenant au cimetière de Montparnasse à Paris. Là, on le voit dans le camp de concentration, c'est la dernière photo que l'on a de lui. Revenons maintenant à ses histoires d'amour. En 1928, Desnos s'était pris de la chanteuse de musical Yvonne Georges. Amour non partagé qui restera platonique. Elle incarne la mystérieuse qui envahit ses pensées et ses rêves et elle inspire ses poèmes. Il la surnomme Étoile des mers, tandis qu'il se compare, lui, à un hippocampe. Plus tard, lorsqu'il sera avec Yuki, Yuki deviendra sa sirène, une relation maritime qui trouve son écho dans le symbolisme fondamental de la mer M-E-R, plus loin mer M-E, accent grave R-E, donc souvent comparé au liquide amniotique. Il me semblait essentiel de retracer la vie de cet homme exceptionnel et de comprendre pourquoi Anatole était si attaché à sa sirène. Dans ce contexte, c'est l'histoire et l'homme qui confèrent toute sa grandeur à cette sirène. Alors Anatole a-t-il développé une passion pour la sirène de Desnos en l'acquérant ou était-il déjà sous son charme avant de l'acheter?
La réponse demeure incertaine. Cependant, en 1981, il a été à l'origine de l'exposition Sirénaïve à la galerie Sin-Paora à Paris, dans le 3e arrondissement. Il me sollicita pour cette exposition, c'est la toile qui est à gauche. N'ayant pas réussi à vendre mon œuvre, je décidai de la lui offrir, et il est probable que mon ami Germain van der Steen, qui exposait aussi, ait fait de même, car quelque temps plus tard, lorsque je lui présentais mon vélo-portrait pour le musée de Nice, il m'offrit l'œuvre de Germain, qui est celle de droite, représentant une sirène fumant une cigarette. Cette générosité alliée à son fort caractère témoigne de sa sensibilité contenue et de la grandeur de cet homme. Alors la sirène. La sirène aviforme. Venons-en à la sirène elle-même. À ma connaissance, elle apparaît avec Homère dans son Odyssée au 8e siècle avant Jésus-Christ, qui raconte le voyage d'Ulysse revenant de la guerre de Troie pour retrouver son épouse Pénélope et son fils Télémaque à Ithaque. Lors de son périple, la magicienne Circé le prévient des dangers que causent les sirènes par le charme mortel de leur chant. Mais les sirènes, à cette époque, sont des oiseaux au buste de femme, car il faut distinguer les sirènes aviformes avec un demi-corps d'oiseau et les sirènes de la mythologie grecque, et les sirènes pisciformes avec un demi-corps de poisson survenu plus tard. Et il n'est pas rare de voir un mélange des deux, signe plus abouti de l'initiatrice, descente en soi, compréhension de soi, c'est la mer quand on descend, et les ailes pour s'élever vers la lumière, vers une amélioration de soi, c'est le ciel. Alors comment passe-t-on d'une sirène avec des ailes à la sirène poisson? Eh bien, la légende d'Aptera, une ville crétoise, nous l'explique. Selon une version rapportée par le globe-trotter de l'époque, Pausanias au IIe siècle, un duel musical a eu lieu pour déterminer qui chantait le mieux. Les sirènes des créatures aviformes ou les muses, les 9 filles de Zeus. La déesse Héra a organisé ce concours de chant et ce sont les muses qui l'ont remporté. Les récits varient ensuite. Certains disent que, accablées de chagrin, elles se sont jetées à la mer. D'autres affirment qu'elles se sont arrachées les ailes, tandis que d'autres encore soutiennent que ce sont les muses qui leur ont retiré les plumes pour en faire des couronnes. Quoi qu'il en soit, elles ont fini à prendre un bain. La représentation de la sirène à queue de poisson fait son apparition au 7e siècle seulement en Europe, dans le Liber Monstrorum, c'est-à-dire le livre des monstres, un manuscrit anglo-saxon attribué à Eldem, évêque anglo-saxon. Ce traité vise à répondre à la question posée par saint Augustin concernant la classification de certains monstres mentionnés dans l'Église, à savoir s'ils doivent être considérés comme des descendants d'Adam et de Noé. À cette époque, la croyance en l'existence de créatures telles que les sirènes, les centaures ou les licornes était considérée comme vraie, soutenue par de nombreux témoignages qu'on sait actuellement fantaisistes. Le plongeon intérieur. Concentrons-nous sur le plongeon dans la mer. Ce geste est entouré d'une riche mythologie, notamment en Mésopotamie, où il est présent dans l'épopée de Gilgamesh. Il représente un acte initiatique visant la régénération spirituelle, l'envol et la plongée symbolisant les notions de hauteur et de profondeur, 2 éléments indissociables dans le processus d'initiation. La recherche de la sagesse nécessite d'explorer ces 2 dimensions. Ce rite de purification se retrouve également
dans le mystère d'Éleusis, lié au culte de Déméter, entre parenthèses avec Perséphone et Hadès. L'eau est perçue comme un agent de purification, de régénération et de renaissance, comme le baptême pour les catholiques, car ce qui est immergé meurt pour renaître, tel un nouvel être capable d'acquérir une nouvelle perception de la réalité et d'adopter un mode de vie différent. En réalité, il s'agit d'une exploration intérieure qui ouvre la voie à la quête de la sagesse. La vie trouve son origine dans la mer, et l'être humain conserve encore en lui des vestiges de bronchie. Ces arcs bronchiaux sont des traces embryologiques qui témoignent de notre lointaine ascendance commune avec les poissons. De plus, nous portons en nous des souvenirs ancestraux, notamment à travers la partie limbique du cerveau. Cette structure est considérée comme ancienne sur le plan évolutif. Elle est liée à des fonctions essentielles telles que les émotions, la mémoire et les instincts de survie. Présente chez de nombreux mammifères, cette partie du cerveau remonte à nos ancêtres lointains. Et combien d'entre nous trouvent-ils du réconfort en nageant? Ou retrouvent des ressources en courant? C'est l'acte chasseur. L'hybridité est un concept fascinant. La sirène est hybride. Elle fascine et elle facilite la transition entre deux mondes. Certains y verront un lien entre le monde des dieux et celui des humains. Pour ma part, je l'aperçois plutôt comme un passage entre deux niveaux de conscience, entre le visible et l'invisible, entre le conscient et l'inconscient. C'est pourquoi les êtres hybrides se retrouvent souvent aux portes ou dans les églises. La sirène nous incite également à explorer les qualités des éléments air et eau. L'air nous élève vers les cieux, symbolisant l'aspiration à la perfection et au divin. En revanche, l'eau nous plonge dans la mémoire de nos origines, évoquant le liquide amniotique. À travers l'hybridité des sirènes, nous sommes invités à entreprendre un voyage extraordinaire de retour vers le royaume de l'esprit. Il est impossible de ne pas penser à Platon, qui nourrissait une profonde admiration pour l'Atlantide, cette cité idéale selon lui enfouie dans les profondeurs de l'océan primordial, au cœur de nos origines. Dans les mythologies, la création émerge de la parole divine. Le son, en tant que vibration fondamentale, est à l'origine de la vie. L'univers se présente comme une symphonie vibratoire. La musique éveille en chaque être la conscience d'une harmonie ancienne et indéfectible. Considérée comme un art incantatoire et magique, la musique joue un rôle essentiel dans les rites d'initiation et est perçue comme une science sacrée dans de nombreuses cultures. À travers leurs chants et leur musique, les sirènes célèbrent l'harmonie universelle. La musique ne constitue pas une fin en soi, mais elle nous transporte vers un autre lieu, une autre dimension. Les sirènes perçoivent ce monde et la connaissance des liens qui unissent la création qui se manifeste à travers leurs chants. La mélodie de la sirène évoque l'idée d'enchanter, c'est-à-dire de se laisser emporter par le rêve, de combler un vide par une connaissance apportant la plénitude. Ce savoir est qualifié de savoir périlleux. La connaissance que la sirène protège est transmise à ceux qui sont dignes de recevoir la lumière. En effet, le véritable danger sur le chemin de la connaissance réside en nous-mêmes. La magicienne Circé, dans l'Odyssée d'Ulysse, souligne que la voix de la sirène est un passage incontournable à la croisée des chemins pour progresser. Sa mélodie révèle les secrets de l'invisible, ceux de la lumière musicale dont l'âme se nourrit, à condition que l'aspirant soit capable de voir et d'entendre. J'ai été trop vite.
la sirène incarne le principe de la mort suivi de la renaissance qui est au cœur de nombreuses initiations. Traditionnellement, entendre signifie naître à nouveau et naître à une vie consciente, le premier cri du bébé par exemple. Sur le chemin de la connaissance, la mort symbolise un processus initiatique de dépouillement menant à une nouvelle vie. Il est essentiel d'accepter de plonger dans l'inconnu, donc de suivre les sirènes. S'immerger dans les eaux primordiales représente symboliquement la quête du trésor caché en soi. Nous avons tous un diamant dans une gangue au profond de nous-mêmes. Il y a un acronyme latin qui synthétise cette descente en soi, c'est vitriol, qui veut dire visiter l'intérieur de la terre en rectifiant, vous trouverez la pierre cachée. Ici, la terre, mère, ont le même symbolisme de descente en nous. En ouvrant les portes des mondes aquatiques et aériens, la sirène enseigne que pour les explorer, il est nécessaire de descendre en soi, vivre des transformations et d'entreprendre un long voyage qui dure toute la vie d'un chercheur. Ce parcours est celui de l'initiation tel qu'enseigné par Pythagore. Alors là, c'est juste un petit moment un peu difficile si on n'est pas trop matheux, mais ça dure pas longtemps, ça fait pas mal. Pythagore, en liant l'harmonie des sirènes à l'oracle de Delphes d'une part et à la tétractis d'autre part, propose deux voies d'exploration pour comprendre l'harmonie qu'elle chante. On retrouve ici la tétractis en tant que grille qui fonde les rapports harmoniques des intervalles de quartet, de quinte et d'octave. L'école pythagoricienne, théorise la musica universalis à partir de l'unification et de la combinaison harmonique des contraires. La première est liée à Delphes, temple d'Apollon, un site initiatique où la voix divine se faisait entendre. C'est la Pythie. La seconde renvoie au symbole géométrique de la tétractis qui unit les sciences des nombres et de la musique. Selon Pythagore lui-même, l'oracle de Delphes est comparable à l'harmonie dans laquelle résident les sirènes. La sirène peut prévenir l'avenir, comme nous le verrons un peu plus loin, avec le miroir. L'obstacle est passé, Platon est plus digeste. Dans les œuvres de Platon, notamment dans le Cratyle ou bien le Phèdre et dans la République, la figure de la sirène est présente. Ces textes explorent le parcours de l'âme vers la connaissance, chacun faisant référence à la sirène. Le chant des sirènes a le pouvoir de guérir l'âme, entendu ici au sens de Jung. C'est-à-dire Jung considérait l'âme comme notre part consciente, notre part inconsciente et également notre inconscient collectif. Pour se laisser donc envoûter par leur mélodie, il est essentiel d'écouter avec un cœur ouvert, sous peine de ne rien percevoir. Cet enseignement se retrouve également dans l'Égypte ancienne. Celui qui écoute devient celui qui entend. Lorsque l'écoute est de qualité, la parole l'est aussi. Celui qui sait écouter maîtrise ce qui est lumineux. C'est une citation du vizir Ptah-Hotep de l'Égypte antique, environ 2400 ans avant Jésus-Christ. Il savait parler à cette époque-là. Le chant des sirènes est souvent perçu comme une menace pour les humains, car la sagesse qu'elle protège ne peut pas être révélée aux mortels. Imaginez un instant posséder la connaissance de la science nucléaire, par exemple. Votre responsabilité soudaine vous empêcherait sûrement de dormir tranquille. Nous sommes ici issus d'une civilisation judéo-chrétienne qui ne voulait pas que le paroissien soit instruit. C'est pourquoi la messe était en latin. Loin d'être de redoutables créatures, les sirènes détiennent un savoir initiatique qu'elles dispensent avec parcimonie pour nous protéger. Là, vous voyez à gauche, ça s'appelle
Le nom m'échappe là, mais un miséricorde, je crois. Voilà, c'est pour s'asseoir. Et là, c'est un haut de fauteuil, c'est une sirène. S'asseoir debout, voilà. C'était pour que les moines ne se fatiguent pas en faisant semblant d'être debout. Voilà. Voilà un autre encore ici, voilà. Au Moyen-Âge, la sirène est à la fois condamnée et diabolisée, bien qu'elle soit présente dans la décoration des églises. Le bas clergé, fervent et rigide, crie à l'hérésie et à la débauche. Pendant ce temps, les bâtisseurs sculptent des sirènes dans la pierre et le bois, intégrant ces figures au sein des églises et des cathédrales. Mais qui commande et paie les maîtres bâtisseurs, sinon les évêques du haut clergé, bien au courant du symbolisme philosophique d'antan? Les compagnons, familiers du monde des symboles et des traditions anciennes, ainsi que des enseignements de Pythagore et de Platon, les représentent parfois avec un miroir et un peigne, renforçant ainsi aux yeux des profanes l'idée de luxure. Cependant, il n'en est rien. Le miroir capte et renvoie la lumière, dévoilant ainsi l'image de la réalité. C'est un instrument de vérité. Se regarder dans le miroir, pour ceux qui savent observer, c'est de se percevoir tel que l'on est, sans embellissement. Rien de mieux pour entamer un travail sur soi. Il révèle la véritable nature de chaque individu. Le miroir, toujours, est orienté vers l'extérieur. Il annonce une promesse de révélation. Cela implique un changement profond dans notre perception du monde. Il capte et renvoie la vérité. Je crois que c'est l'image d'avant. Voilà, on voit le miroir pour l'extérieur. Il sert de passage, en fait, entre deux réalités, à l'image d'Alice au pays des merveilles. Chaque initié doit constamment faire face à l'épreuve du miroir. Cette épreuve requiert discernement et lucidité, des qualités essentielles pour permettre l'éveil de la conscience et la transformation, l'amélioration de soi. Et puis, vous qui dessinez sûrement, tout le monde dessine quand même, eh bien, lorsque vous faites un dessin et que vous n'êtes pas sûr du résultat, mettez-le devant une glace et vous allez voir immédiatement les défauts. Et en particulier, lorsque vous faites un pot, vous savez que l'arrondi du pot, il faut qu'il soit symétrique l'un à côté, en face de l'autre. Eh bien, lorsque vous le faites, vous le mettez devant un miroir, eh bien, là où il y a une erreur, ça va vous sauter aux yeux. Je dirais que le défaut est exacerbé. Le peigne n'est-il pas la preuve de la luxure ? Il y a toujours deux façons de regarder les choses. L'une immédiate et l'autre réfléchie. En ce qui concerne le peigne, son action de lissage représente un processus d'organisation, de démêlage et de rangement des idées pour les rendre plus efficaces et productives. Il est important de rappeler que les cheveux symbolisent la force vitale, comme le montre l'histoire de Samson. Cela nous incite à structurer et harmoniser notre pensée afin d'explorer de nouveaux horizons de réflexion. Grâce au peigne, nous tissons une pensée créatrice qui témoigne de la beauté du monde et du cosmos. Avoir bon ordre dans la tête permet la créativité. La sirène bicaudale. Dans les édifices religieux, une autre représentation de la sirène suscite l'intérêt. La sirène bicaudale. Son symbolisme, qui remonte à des temps très anciens, est également associé à l'idée de la naissance de la lumière. Cela se manifeste par son double appendice caudal, comme celle que l'on trouve à Puy-en-Velay, entre autres. Celle-ci, là. J'ai appris tout à l'heure qu'il y avait aussi une sirène dans l'église, ici. Hein, tu m'as dit ça, Jean-Paul. Hein? Est-ce que certains l'ont vu, cette sirène, dans l'église? Oui, j'ai entendu un oui quand même. Vous êtes au moins 2 personnes à l'avoir vue.
Donc, visitez votre église et cherchez la sirène. Parce que j'aimerais bien savoir si c'est une sirène avec une seule queue. D'accord. Alors la suivante, si j'arrive à la passer, voilà, c'est par là, ça va. Représentée de face, la sirène possède 2 appendices écartés, semblables à des queues de poissons relevées. La sexualité émane d'elle est d'une nature exclusivement sacrée, sans aucune connotation érotique. Elle symbolise l'équilibre et une grande maîtrise. La sirène incarne une mise au monde sur le plan spirituel, une naissance de la lumière. Évoluant dans des eaux matricielles, elle véhicule des concepts de fécondité, de naissance et de renouveau. Les sirènes sont des mères spirituelles dont le rôle est d'accompagner l'être vers cette seconde naissance en lui ouvrant les portes de la connaissance. Il n'est donc pas surprenant que les bâtisseurs les aient représentées dans des postures évoquant l'accouchement. Et ce qui suit, j'allais dire, c'est logique. Les sirènes allaitantes. Plus rarement, certaines sirènes, comme celle de Strasbourg, sont représentées comme allaitantes. Ce trait est l'un des aspects essentiels, en fait, de l'initiation féminine. On retrouve également l'allaitement chez les déesses telles qu'Isis en Égypte, ainsi que Hathor et Bastet. Bastet, c'est le personnage d'une femme qui a une tête de chat et dans son panier a des chatons. Souvent appelées d'ailleurs les vierges au lait. Ces figures incarnent la fonction de nourrice divine. À l'instar des sirènes, elle ouvre les portes des mondes supérieurs. Le lait des sirènes, comme celui des déesses, symbolise la lumière de la connaissance. Il représente un acte de don et de réception, un pur produit de l'amour. Cela souligne surtout l'importance de la transmission, qui doit être un véritable devoir. La sirène couronnée. La sirène arbore parfois une couronne symbolisant une royauté spirituelle, celle de l'accomplissement et de l'unité retrouvée, qui doit rassembler et construire une force de l'esprit au service de la communauté. Elle incarne donc l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit de chaque initié, tout en favorisant l'unité parmi les initiés pour réaliser ensemble l'œuvre et créer le miracle d'une société juste et authentique. On en a bien besoin en ce moment. Ressortons nos sirènes. Alors, le Capricorne. Vous aviez remarqué déjà que le Capricorne avait une queue de sirène, bien qu'il ne soit pas une sirène. Il est représenté comme un être hybride, comme nous l'avons mentionné précédemment, avec une tête de chèvre, des cornes et une queue de poisson. Et les cornes, symboliquement, ça représente la richesse spirituelle, bien sûr. Mais ça n'a pas empêché, par exemple, la Loterie nationale de mettre une corne à l'envers et de faire sortir de l'or de cette corne. La sirène alchimique. Il existe également des sirènes alchimiques, comme celle décrite par Solidonius, un philosophe qui représente une sirène couronnée tenant une coupe semblable au Graal, et de cette coupe émerge un serpent, symbole traditionnel de la lumière créatrice de vie. Contrairement à ce que l'on pense en tant que culture judéo-chrétienne, le serpent a été montré comme le mal, mais dans quasiment toutes les autres cultures, le serpent est au contraire très bénéfique. Vous prenez par exemple Ouroboros, qui est le serpent qui se mord la queue et qui est grec, ça représente la perfection. Alors donc Solidonius est une figure mystérieuse, mais influente dans le domaine de l'alchimie et de la philosophie hermétique. Ses œuvres continuent d'être étudiées
pour les symboles et leur enseignement caché. Et son livre, je vous dis pas le titre en latin, je ne veux pas trop me ridiculiser aujourd'hui, publié au XVIIIe siècle et traduit d'ailleurs en 1877, présente un texte accompagné de 18 planches allégoriques illustrant des secrets alchimiques comme celle-ci. Celle-ci, c'est donc une sirène. Celle-ci, vous voyez, elle est vraiment entière, c'est-à-dire elle est accomplie. À la fois, elle descend dans la mer pour s'améliorer elle-même, et ensuite elle s'élève dans le ciel pour s'améliorer encore davantage. Elle tient donc le Graal avec le serpent qui est le serpent créateur. Pourquoi le serpent créateur? Si on revient à la Bible, par exemple, à l'Ancien Testament, c'est le serpent qui proposa donc la pomme à Ève. Entre parenthèses, c'est Ève qui a initié Adam. C'est Ève qui a pris la pomme. Qui est-ce qui a initié Adam? C'est Ève. Donc c'est pas Adam qu'il faut prendre comme quelqu'un de bien, mais plutôt Ève qui a pris la pomme de la connaissance et qui l'a ouvert. Mais c'est le serpent qui l'a guidé dans ce sens-là. Et donc, qu'est-ce que c'est la pomme? C'est la créativité, la pomme, c'est la vie. C'est justement la différence entre le bien et le mal. Vous savez, c'est l'étoile à 5 branches. Je ne sais pas si vous connaissez l'étoile à 5 branches. Vous voyez Manpower, par exemple, vous voyez un homme qui étend ses bras, c'est l'homme de Vétruve, et bien, c'est l'étoile de la connaissance. Elle a 5 branches. Eh bien, quand vous prenez une pomme, si vous la coupez dans le sens transversal, vous l'ouvrez, vous avez une étoile à 5 branches. Voilà. Donc, et vous avez ici un symbole que l'on va toujours retrouver dans les sociétés initiatiques. C'est en haut à gauche, vous voyez, c'est la terre. À droite, c'est l'air, c'est le ciel. En bas à droite, c'est le feu. Et en bas à gauche, c'est l'eau. Voilà. Ce sont les 4 éléments. Je sais pas si j'avais fini, oui. Et l'alchimie est donc un art qui transforme le plomb en or. Une action qui revêt un sens uniquement symbolique. Je précise bien, hein, uniquement symbolique. Bien que de nombreux chercheurs alchimiques du passé n'aient pas saisi cette dimension, leur quête a néanmoins contribué à l'avancement de la science et en particulier de la chimie. Les alchimistes désignent l'alchimie comme un art musical, car elle est initiatrice et possède le pouvoir de transmuter la matière, tout comme les émotions. Cela explique la présence d'instruments de musique dans diverses gravures alchimiques. On en voit ici à gauche, avec... L'alchimie vise à percer les secrets de la nature pour comprendre le monde au-delà des apparences. Ce processus fait de mutations successives conduit à la réalisation de l'or spirituel. Spirituel, encore une fois. Hein. Donc, la recherche de la perfection, la recherche de l'amélioration de soi. Il n'est donc pas surprenant de trouver des sirènes dans certains documents alchimiques. Il faut souligner que les grands mathématiciens sont souvent de très bons musiciens. Les physiciens en sciences quantiques représentent d'ailleurs souvent les énergies de la particule sous la forme de partitions de musique. Que ce soit les physiciens Louis de Broglie, Max Planck, Max Born ou Niels Bohr, ce sont tous des musiciens de grand talent. Dans de nombreux textes alchimiques, on évoque l'union du soufre et du mercure, ainsi que celui du soleil et de la lune, qui contribuent à la création de la pierre philosophale. On parle également du mariage entre le roi et la reine, symbolisant par extension l'union de l'homme et de la femme. Toute œuvre réalisée au nom de la lumière créatrice de vie requiert l'harmonisation des voies initiatiques féminines et masculines. Sans ces 2 chemins,
chacun avec sa propre sensibilité, mais unis, il n'est pas possible d'atteindre la célébration du sacré dans toute sa plénitude, comme le montrent d'autres représentations alchimiques. Là, nous avons donc le triton à gauche et à droite le couple. Voilà. Mais après, on s'étonne qu'on ne trouve plus de sirènes, mais il devrait y avoir plus de tritons quand même, non? Cette vérité est incarnée par la sirène du Puy-en-Velay. Son corps évoque le symbole de l'infini. Je n'ai pas trouvé en fait cette sirène-là, hein, Puy-en-Velay. J'ai pourtant cherché, mais je l'ai pas trouvé. Donc la forme de son corps est en 8, tandis que le 8, ça veut dire l'infini, hein, le symbolisme. Tandis que 2 de ses doigts de la main gauche forment une équerre représentant la droiture, la rectitude. Elle est sculptée entre un visage féminin et un visage masculin, symbolisant leurs 2 unions. Alors, plus prosaïquement, comment est perçue la sirène aujourd'hui? A-t-elle disparu de notre univers? Est-elle à ce jour encore opérative? Eh bien, notre revue Le Chant de la Sirène, que vous connaissez, je crois, répond à cette question sur la 4e de couverture du numéro 90. Et c'est le grand peintre Chéri Samba qui la représente dans une toile où elle est encore très active dans cette région de l'Afrique, et pas seulement. En fait, elle s'appelle Mami Wata, mère des eaux, représentée comme une sirène en une femme noire d'une grande beauté. Mami Wata est un esprit des eaux. Son culte d'origine vaudou, né en Afrique de l'Ouest, a essaimé au gré des pérégrinations de la diaspora africaine, victime de l'esclavage, et couvre aujourd'hui une large zone géographique incluant la Caraïbe et certaines régions d'Amérique du Nord et du Sud. Donc là, on voit Mami Wata qui est africaine, et ici donc le tableau de Chéri Samba. Dans le culte vaudou, elle est symbole de pureté et de résurrection. Elle protège particulièrement les femmes. Mais au Gabon, elle protège toute la famille. Au Congo également, où elle symbolise la puissance suprême. On retrouve dans le vaudou outre-Atlantique un syncrétisme qui lie Mami Wata à la Vierge. Donc, d'où la Vierge tenant le Christ dans ses bras. Hein. Au Brésil, sur les rives de l'Atlantique, Mami Wata est devenue Yemenia, signifiant littéralement mère dont les enfants sont des poissons. Elle est la déesse de la fertilité. Nous avons de très belles représentations par Luis Figueiredo, qui l'a très souvent représentée dans ses œuvres. Le musée d'Aubigny en a, le musée de Nice en a, je ne sais pas si la sirène en a, non? Bon, je vous en ferai une. Mais en Europe, a-t-elle disparu de notre civilisation cartésienne? Que nenni! Naturellement, on pense à la petite sirène de Walt Disney, mais aussi par l'image bienveillante qu'elle dégage, elle est devenue une image positive pour la vente dite commerciale. Là, c'est une étiquette de bouteille à gauche, c'est du whisky de Belle-Île-en-Mer. Vous voyez, c'est whisky. Et c'est la plage Vague de Donan, c'est une plage très importante à Belle-Île-en-Mer. Bon, vous connaissez Starbucks, j'imagine. Eh bien, avez-vous remarqué que c'était une sirène? Vous l'avez vu avec eux. Donc, c'est une bicodale. On en apprend des choses, hein. Et puis, toujours pub internationale, vous voyez, elle est partout. Voilà. Et la petite sirène de Copenhague? Non, je l'ai pas mis. Ah. J'ai fait la tête. Voilà, là c'est pour un naturel cosmétique, une boutique, voilà, de l'huile pour brunir également. Et ici, vous voyez, pour Bordeaux, pour voilà, la foire internationale. Voilà.
Eh ben, pchit, voilà, pchit par exemple. Hein. Et le chant des sirènes, numéro 96, sur sa 4e de couverture, vous voyez à droite, eh bien, elle avait le chant des sirènes nous avait fait la 4e de couverture pour montrer la publicité d'un pinceau. Voilà. Hein. Et puis alors, que dire de cette nouvelle mode dans nos piscines? Hein? Celle d'apprendre à nager sirène. Il y a des cours de sirène. Il y a désormais donc des cours spécifiques pour cette discipline qui prend son essor. À quand les épreuves sirènes olympiques? Hein? En attendant, nous pouvons nous habiller sirène. Alors je laisse celui-là. Voilà. Voilà. Les idées commerciales sont en abondance sur le marché. Hein, j'en ai un sur le dos, vous voyez. Donc, conclusion. En conclusion, en tant que gardienne de la mémoire des origines, la sirène ouvre les portes. C'est pour ça que j'ai mis une porte. Hein, a mis une porte de l'invisible qui sommeille en vous. Tantôt poisson, tantôt oiseau, ou les deux à la fois, elle incarne la complémentarité de l'eau et du ciel. Elle représente le chemin des métamorphoses nécessaires à l'initiation. En présidant au processus de renaissance perpétuelle de la lumière qui éclaire l'esprit, votre esprit, hein, la sirène se révèle être une gardienne de la connaissance et un symbole de l'harmonie universelle. Alors, si vous avez la chance de la croiser, laissez-vous charmer par le chant de la sirène. Voilà.